Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Éric Zemmour, merci de nous recevoir dans votre quartier général. Nous sommes à quelques jours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle. Et avec vous, donc, nous allons faire un petit point sur l'actualité, mais également sur votre campagne et sur vos projets. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous inspire le triomphe de Viktor Orban, qui est réélu pour la 5e fois Premier ministre, alors qu'il avait des sondages catastrophiques qui lui prévoyaient soit une campagne extrêmement dure, voire une défaite? Écoutez, ça ne fait que confirmer effectivement mon analyse des dernières élections françaises depuis à peu près presque 30 ans, depuis 1995. À chaque élection présidentielle, les sondages se sont trompés. En 1995, une semaine avant, Jacques Chirac avait 10 points d'avance sur Édouard Balladur. Ça s'est fini à 1,5 point. Lionel Jospin devait être derrière, il a terminé premier. En 2002, personne n'a vu arriver Jean-Marie Le Pen au second tour. En 2017, François Fillon devait être écrasé. Marine Le Pen était à 25-26, elle a fini à 21 péniblement. Pareil pour les régionales, vous vous souvenez, Marine Le Pen devait gagner 3 régions, voire 4, voire 5. Finalement, elle n'en a gagné aucune, avec des pertes de points de 10 points à cause d'une abstention massive. Je pense que les sondeurs se trompent partout. Ils se sont trompés pour le Brexit, ils se sont trompés pour Trump en 2016. Je me souviens que les élections israéliennes, Netanyahou était donné vaincu à chaque fois et il a gagné 2 ou 3 fois. Pareil pour Orban cette fois-ci. Donc là, il y a une espèce de litanie à la fois des sondages français qui se trompent tout le temps et même des sondages étrangers. Deuxième leçon, manifestement, la politique d'Orban tellement vilipendée à l'extérieur, en particulier en France et dans les médias français et à la Commission de Bruxelles, et plébiscité par le peuple hongrois. Nous avons là une espèce de cas de figure parfait de l'opposition entre la démocratie qui est la majorité, le pouvoir de la majorité du peuple, et la démocratie telle que le conçoivent nos modernes, nos macroniens, nos partisans de la Commission européenne de Bruxelles, qui est en vérité l'idéologie des droits de l'homme et le pouvoir des juges et des technocrates. Je pense qu'il faudra régler cette question. Je pense d'ailleurs que l'élection présidentielle aurait dû être la manière de régler cette question. Malheureusement, je n'ai jamais été interrogé là-dessus, sauf une fois ou deux. Je pense que je suis exactement dans la ligne du retour à la démocratie comme expression de la volonté du peuple et non pas comme gouvernement des juges et des technocrates. Alors là, ça nous renvoie peut-être dans un autre pays qui n'est pas la Hongrie, mais la Suisse. Que pensez-vous, par exemple, de la démocratie directe à la Suisse? J'ai longtemps été dubitatif. Je le reste en partie parce que ce n'est pas le modèle français, que nous avons un modèle monarchique, bonapartiste, vous savez tout ça. Mais effectivement, je pense que nous avons beaucoup de leçons à tirer du modèle suisse, et en particulier la façon dont il consulte le peuple en permanence, et le peuple arrive à faire entendre sa voix. Je me souviens d'un vote sur l'interdiction des mosquées avec minaret, mais d'autres aussi. Et je pense que nous devons effectivement nous en inspirer. Je compte, si je suis élu, utiliser très largement le référendum. Bonjour Éric Zemmour, on parlait de la figure de Viktor Orban, qui est aussi chef de file d'un groupe de résistance européen, le groupe de Visegrad. Est-ce que justement c'est dans cette lignée-là aussi que vous voulez installer la France plus tard dans la résistance face à Bruxelles ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe de Visegrad et Viktor Orban se repose sur 2 principes qui sont les miens, c'est-à-dire comme je l'ai dit, la démocratie c'est d'abord le pouvoir du peuple, et pas le gouvernement des juges, et pas les normes technocratiques. Et 2, la civilisation chrétienne, la civilisation européenne, c'est une civilisation chrétienne et gréco-romaine. Quitte à souffrir les sanctions aussi de l'Union européenne. Sauf que la France n'est pas la Hongrie. On est d'abord excédentaire, on paye plus qu'on ne reçoit,
Et deuxièmement, nous sommes la France, c'est-à-dire le pays fondateur de l'Europe. Nous avons inventé cette Union européenne. Nous sommes le pays au cœur de l'Europe. Franchement, on ne sanctionne pas la France comme on sanctionne la Hongrie, avec tout le respect que j'ai pour la Hongrie, mais qui est un pays latéral dans la géographie européenne, et surtout qui est arrivé tardivement dans l'Union européenne et qui est un plus petit pays que la France. Ce n'est pas du tout faire offense à la Hongrie, qui sait très bien d'ailleurs qu'elle aura besoin d'alliés et qui compte beaucoup sur l'alliance de la France si j'arrivais au pouvoir. Vous l'avez rencontré d'ailleurs. Je l'ai rencontré en octobre de l'année dernière. Et vous avez parlé justement de votre éventuelle élection ou de votre arrivée en politique. À l'époque, je n'étais pas encore candidat, mais on en a parlé. Et surtout, j'ai été très frappé d'une chose, c'est que des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, attendent de la France qu'elle soit un contrepoids à la puissance de la Commission et de l'Allemagne, qui, pour ces pays-là, est la même chose. Et d'ailleurs, ils ont raison, parce que très souvent, la Commission est d'abord l'allié de l'Allemagne. Donc, je pense qu'il y a là un rôle pour la France qui aurait abandonné avec Emmanuel Macron ces chimères de européistes, fédéralistes, de souveraineté européenne et de défense de ce qu'il appelle avec emphase les valeurs de l'Europe, et qui ne sont en vérité que l'idéologie dominante, l'idéologie de LGBT, l'idéologie antiraciste, l'idéologie droit de l'homiste, qui n'est pas du tout les valeurs de l'Europe. C'est simplement des valeurs de certains milieux en Europe qui imposent leur volonté par le gouvernement des juges et par les normes technocratiques. Alors, en parlant justement de valeurs et de droits, vous vous êtes emparé cette semaine de l'affaire de Jérémy Cohen, ce jeune homme qui a été lynché par des racailles en banlieue. Et vous avez au fond remis les vrais droits, le droit à la sécurité, au cœur du débat, donc la question de l'insécurité et de l'immigration. Est-ce que vous pensez que cette affaire, qui est vraiment maintenant médiatisée, dont tout le monde s'est emparé, y compris Emmanuel Macron, peut provoquer un électrochoc dans l'opinion publique et recentrer les gens sur les débats essentiels, c'est-à-dire le droit de vivre en sécurité. Écoutez, d'abord, vous savez, je ne me suis pas emparé. C'est ce pauvre père. Non, mais qui vous a contacté. Qui m'a contacté parce qu'il ne savait plus à quel sein se vouer, et qu'il m'a contacté parce qu'il s'est dit que je serais le seul qui pourrait le rendre public, sa tragique histoire. Donc c'est ce que j'ai fait, et voilà, je pense effectivement, là où vous avez raison, que cette affaire nous ramène vers l'essentiel, c'est-à-dire dans quelle France voulons-nous vivre ? Est-ce que nous voulons vivre dans une France qui reste la France ? Est-ce que nous voulons vivre en sécurité, en paix, et non pas menacés en permanence et dans des quartiers de plus en plus nombreux par des hordes de bandes immigrées qui font la loi à coups avec une violence inouïe. Voilà, on comprend bien pourquoi Emmanuel Macron hurle à la récupération politicienne, à la manipulation politicienne, parce que il n'hésite pas lui-même d'ailleurs. Oui, et en plus il dit mais ça arrive tous les jours. Ben, c'est bien le problème. Il se rend pas compte il a lui-même condamné son quinquennat. Des affaires comme ça, mais là on le voit bien, c'est une affaire emblématique de ce que vivent les Français depuis des années, et qui ne doit plus être admise. Et donc c'est pour ça que moi je propose deux choses. Un, l'arrêt de l'immigration zéro, je suis le seul à réclamer cela, et les autres pensent que c'est impossible, que c'est un slogan, que sais-je encore, et une fermeté judiciaire avec les mesures d'expulsion des délinquants étrangers, de déchéance de nationalité des doubles nationaux, criminels et délinquants, les peines planchées qui seraient restaurées, la véritable perpétuité et la limitation drastique des remises de peine. Je pense que là, nous avons un programme qui peut faire changer les mentalités, qui fasse que la peur change de camp. Nous devons absolument faire que la peur change de camp, sans compter les mesures. Vous référiez tout à l'heure à la Suisse, je ferai la même chose, c'est-à-dire que j'ai repris un élément du droit suisse qui s'appelle la défense excusable, et qui permet aux citoyens de se défendre sans être immédiatement mis en garde à vue, en prison et condamné, qui permet aux juges d'apprécier le contexte
de cet acte et de l'excuser si les circonstances le permettent. Et par ailleurs, je propose aussi, en plus de la défense excusable qui s'accorde aussi aux policiers, la présomption de légitime défense pour les policiers. On a vu avec l'histoire de Sevran récemment que, avec moi, les policiers auront la présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de se défendre sans que les juges considèrent qu'ils sont tout de suite coupables. Emmanuel Macron est hostile à ces mesures. Il a dit lui-même qu'il était contre, qu'il pensait que c'était du Far West. Je ne savais pas que la Suisse... Il a dit qu'il était contre la présomption d'innocence. Oui, il a dit qu'il était pour la légitime défense. Il était contre la légitime défense. C'est intéressant parce que, comme si ça n'exisait pas dans notre droit déjà. Oui. Donc vous voyez, lapsus intéressant. Mais voilà, c'est normal. Il est contre le fait que les Français se défendent. Il est contre, en vérité, que la France reste la France. C'est l'enjeu de cette présidentielle. Alors si on continue sur l'affaire Jérémy Cohen, parce que je pense qu'il y a plusieurs axes en fait, qu'on peut tirer de conclusions qu'on peut tirer de cette affaire. Il y a évidemment la sécurité. Le fait qu'il soit venu vous voir, vous, en effet, c'est lui qui est venu vous chercher, en considérant que vous êtes peut-être le seul à pouvoir répondre à ces questions. Et il y a l'omerta médiatique aussi, puisqu'elle a essayé, lui aussi, de tirer la sonnette d'alarme, de se faire entendre. Et là aussi, il a traversé un désert. Comment vous pouvez expliquer ? Cette affaire a eu lieu le 16 février. Elle a été révélée par mon tweet le 4 avril. Vous voyez, entre les deux, il y a eu des titres dans la presse de faits divers qui disaient un jeune homme écrasé par un tramway. Et personne n'a enquêté. Il y avait des dizaines et des dizaines de témoins. Personne n'a enquêté, personne n'a parlé. Voilà, moi je pose des questions. Pourquoi ce silence depuis 2 mois ? On peut s'interroger effectivement sur les médias. Voilà. Si on peut peut-être changer de sujet et venir quand même à votre cap, à vous, de futur président, en tout cas candidat à la présidentielle. Vous êtes pour l'union des droites. Est-ce qu'aujourd'hui, cette union des droites, elle est vraiment... je veux dire, opérante, elle a déjà été souhaitée depuis bien longtemps. Charles Millon en avait parlé. Et finalement, on a l'impression qu'elle se heurte à chaque fois contre un mur. Est-ce qu'il ne faut pas élargir la vision de l'union des droites à une union des souverainistes, par exemple ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, l'union des droites. Vous avez raison, elle a déjà été tentée et à chaque fois, elle a buté sur l'esprit de boutique. L'esprit de boutique du Rassemblement national, l'esprit de boutique de LR. Chacun habillant cela, les uns habillant cela du cordon sanitaire et de morale, parce qu'elle a affaire là-dedans, mais les autres habillant cela de vouloir dépasser le clivage droite-gauche, d'être au-dessus, comme si on était le général de Gaulle au petit pied, et dire qu'on s'allie avec la gauche, avec la droite, etc. Il y a des grandes différences. D'abord, premièrement, je comprends pourquoi. Parce que, si vous voulez, tous ces gens-là veulent sauver leur boutique. Donc ils ne veulent pas gagner. Ils ne veulent pas s'allier aux autres pour gagner et pour vaincre Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une première chose. Ils veulent seulement sauver leur boutique. Et donc chacun veut sauver sa boutique. Et d'ailleurs, si Marine Le Pen est au second tour, c'est ce qui se passera. Marine Le Pen aura sauvé le Rassemblement national. Elle aura un peu moins de dettes puisqu'elle aura un financement public, mais... Elle a plus de 20 millions de dettes, donc il faut bien réduire un peu sa dette. Par ailleurs, LR sera sauvé parce qu'ils appelleront tous à voter contre Marine Le Pen, et donc ils préserveront leur unité. Si je suis au second tour, tout ce petit jeu explose. Les gens de LR auront à choisir entre Emmanuel Macron et moi. Il y en a, Madame Pécresse ira avec Emmanuel Macron, d'autres iront avec Emmanuel Macron, mais il y en aura d'autres, comme François-Xavier Bellamy, comme Éric Ciotti, comme Nadine Morano, comme d'autres encore, qui viendront avec moi, alors qu'ils n'iront pas avec Marine Le Pen. Et donc tout sera chamboulé. Et le Rassemblement national sera obligé aussi de venir avec moi, avec ou contre l'avis de Marine Le Pen. Oui. Donc, si vous voulez, tout sera... Parce qu'elle a émis des réserves elle-même. Mais mais ce sera son problème. Moi, en tout cas, j'ouvre les bras à tout le monde. Moi, je ne fais aucune exclusive. Je ne rejette personne. Je suis pour la réconciliation des droites. Je suis pour le rassemblement. Contrairement à mes 2 autres rivales. Voilà. Mais sur le critère de la droite, est-ce que justement aujourd'hui il est encore opérant ? Est-ce qu'on c'était le... Mais je crois que vous savez, moi-même,
j'ai réfléchi à ce que vous dites. Moi-même, j'ai été séduit dans les années 90 par une alliance des deux rives, comme on disait à l'époque, entre Séguin, Pasqua, Chevènement. C'était séduisant. Et ils ne l'ont même pas essayé. Ils l'ont refusé. Et pire encore aujourd'hui. À l'époque, nous avions vraiment des patriotes à gauche. Aujourd'hui, où sont les patriotes à gauche ? Il y a des électeurs, oui, mais ils sont partis déjà. Ils sont partis chez Marine Le Pen, ils sont partis chez moi. Ils ne sont plus à gauche. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à gauche ? Nous avons des gens qui sont favorables à la créolisation. C'est-à-dire des gens qui sont favorables, en vérité, au grand remplacement. Ils l'appellent créolisation, mais ça veut dire grand remplacement. Oui. Jean-Luc Mélenchon, dans ses clips de campagne, dit qu'il est né au Maghreb. C'est simple. Nous sommes avec des gens qui, à gauche, ont enterré la France. Voilà. Ils ont enterré la France. Qu'est-ce qu'on va s'allier avec ces gens-là ? Marine Le Pen a une autre position. Elle pense à la République. Je ne sais pas si elle pense à la France. Son critère, c'est la République, comme les gens de gauche. Quand je parle de grand remplacement, elle dit ce n'est pas républicain. Quand je parle de ministère de la remigration, elle dit ce n'est pas républicain. Et elle dit l'islam est compatible avec la République. Ben voilà, elle parle comme Jean-Luc Mélenchon. Elle parle comme les gens de gauche. C'est son choix. C'est pour ça qu'après, elle va demander l'alliance avec les gens de gauche. Moi, je veux que la France reste la France. Et je dis aux électeurs du Rassemblement national, réfléchissez bien avant de choisir. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que la France reste la France ou est-ce que vous voulez que la République soit toujours mise à la place de la France ? C'est un choix. Est-ce que vous voulez lutter contre le grand remplacement ou pas ? Est-ce que vous pensez que l'islam est tout à fait différent de l'islamisme ou pas ? Voilà, les électeurs du Rassemblement national doivent choisir, et les électeurs de LR aussi. Et en plus, est-ce qu'ils veulent une redéfinition du paysage politique, renverser la table, ou est-ce qu'ils veulent au contraire préserver les boutiques des uns et des autres ? Alors Éric Zemmour, justement, vous avez bâti votre campagne sur un discours de vérité. Vous l'avez dit parfois avec pas mal d'intransigeance. Et j'aimerais revenir sur la question des réfugiés récemment en Ukraine. Je me demandais, je vous demande justement votre avis, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu oser dire qu'il y avait une immigration à laquelle nous étions favorables ? Par exemple, et on le voit avec l'accueil incroyable dont bénéficient les réfugiés ukrainiens en France, une immigration composée déjà venue d'un pays qui est authentiquement en guerre et au cœur de l'Europe, composée de chrétiens, de blancs, essentiellement de femmes, d'enfants et de vieillards, et qui constitue ce qu'on appelle une immigration pendulaire, c'est-à-dire que leur seul souhait, c'est de rentrer chez eux très vite. Et que pour eux, c'est oui, et que c'est non, tout simplement pour les autres, qui sont des migrants, enfin des immigrés économiques, qui viennent essentiellement pour des aides sociales, ou pour éventuellement du travail, mais moins encore, qui viennent de pays africains, maghrébins, orientaux, et avec généralement une religion qui est l'islam, et que par définition, leurs mœurs, leur religion et leur raison de venir chez nous sont inacceptables. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est deux choses. Un, ces gens-là voulaient rester à venir en Pologne pour leur énorme majorité. Voilà, j'ai voulu les entendre. Deux, j'ai voulu simplement dire aux Français que j'avais, moi, en tant que futur chef d'État, un devoir de prudence. Et que je voulais simplement leur dire qu'effectivement, je me sentais proche de ces Ukrainiens. Tout ce que vous avez dit était juste, mais que je savais qu'immédiatement, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, profitant de ce couloir migratoire ouvert pour eux, il y allait avoir des immigrés maghrébins, africains, qui en profitaient pour venir chez nous. Et par ailleurs, je voulais simplement leur dire attention à l'émotion. L'émotion, c'est magnifique quand elle est comme là pour accueillir des gens qui nous sont proches, etc., qui sont en guerre, qui souffrent, mais elle peut être instrumentalisée, comme on l'a vu en 2015 avec la mort du petit Elan, la fameuse photo, etc. Et on a reçu 1 million, voire plus, d'immigrés syriens, maghrébins, etc. Voilà ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire aux Français, attention, attention, soyez prudents. C'est un devoir de prudence. Mais évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Éric Zemmour, dans la défense de l'identité française que vous prenez, il y a deux choses. Vous avez parlé de la remigration, et puis il y a la défense des racines chrétiennes de la France. Comment vous faites pour mettre en accord cette défense des racines et le concept de laïcité, qui est pourtant aussi purement un concept républicain français, puisque... j'ai ma réponse, c'est très simple.
Si vous voulez, le christianisme, oublions les questions de foi qui sont personnelles. Mais justement, le christianisme est une révolution dans l'histoire des religions, en ce qu'elle met la religion dans l'individu, dans la conscience personnelle, dans la foi devient prédominante. Ce n'est pas le cas des autres religions, qu'elles soient antiques, qu'elles soient juives et qu'elles soient musulmanes, qui sont toutes des religions de contrôle social et d'ordre social. C'est des religions qui imposent un ordre social. D'ailleurs, Rousseau regrettait ça et reprochait au christianisme de ne pas être une bonne religion pour diriger les hommes, puisqu'elle ne permettait pas le même contrôle social que les autres. Vous voyez, c'est le paradoxe. Moral, oui. Un ordre politique, juridique, etc. Puisque Jésus, comme vous le savez, a refusé d'établir une loi précise, qu'il a dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Et qu'il a dit, et c'est là où je réponds à votre question, qu'il a dit « rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qui fonde en vérité la laïcité. Que le principe de laïcité, de séparation des ordres, ait été retourné, vous avez raison, contre le catholicisme, contre l'Église. Oui, parce que l'Église, dirigée par des hommes malgré tout, a voulu empiéter sur le pouvoir temporel. Toute l'histoire de France, entre les rois et l'Église, c'est cette dialectique entre un roi profondément chrétien, profondément croyant, les rois français sont profondément chrétiens, les Bourbons y compris, surtout les Bourbons d'ailleurs, et en même temps très soucieux de défendre leur pouvoir et leur souveraineté contre les empiètements de l'Église et plus encore du pape. On connaît toutes les guéguerres entre les rois de France et le pape. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'antinomie. Et la République, oui, s'est servie de la laïcité pour combattre le christianisme, pour combattre l'Église, pour combattre même la christianisation des esprits, le fameux mot du député socialiste sur les lumières qu'on a fermées dans le ciel, qu'on a éteintes dans le ciel, pardon. Vous avez tout à fait raison. Mais aujourd'hui, la laïcité permet, si vous voulez, avec le principe de discrétion, de lutter contre l'invasion de l'espace public par l'islam. Donc je pense c'est justement conciliable. Il faut dire, il y a une prééminence culturelle avec un R, du christianisme, parce que c'est le catholicisme qui a fait la France, je ne cesse de le répéter, et en même temps, respectons strictement la laïcité en ce qu'elle est un principe de discrétion dans l'espace public, et donc interdisons les voiles, interdisons les mosquées ostentatoires avec les minarets, etc. Vous voyez, il y a ce droit d'aînesse culturel du christianisme, et il y a le principe de laïcité pour tous les gens, qui est un principe de discrétion. Mais est-ce que ce concept de laïcité n'est pas justement un peu maladroit, notamment, vous avez cité l'interdiction du voile, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'offrir à une jeunesse en France qui peut être tentée par l'islamisme, par l'islam, de lui offrir plutôt un corps identitaire riche, plutôt que de lui interdire simplement le port du voile? Et je crois que dans votre discours au Trocadéro... C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Nous devons effectivement apprendre à tous nos enfants, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, l'amour de la France, l'amour du grand récit national français, de la culture française, de la littérature française. Et vous savez, en tout cas moi je parle d'expérience, c'est par l'appropriation de l'histoire, de la culture française qu'on apprend à connaître le christianisme. Tout simplement, quand vous lisez Pascal, vous comprenez ce qu'est le christianisme. Voilà, c'est tout simple. Alors vous rentrez d'abord, comme moi, par la beauté et l'élégance du style, et puis vous comprenez le fond. C'est pas incompatible du tout. Vous savez, comme je vous dis depuis 1500 ans, l'histoire de France, la culture française, la musique, les arts, la peinture, l'architecture, tout cela est imprégné de catholicisme. En devenant français, on s'imprègne, encore une fois, culturellement. Après, c'est une question de foi. Ça, c'est autre chose. Mais culturellement, on s'imprègne du christianisme. Vous avez d'ailleurs utilisé un terme, celui de discrétion, dans votre discours de Trocadéro, discrétion de la foi. Discrétion, non, pas de la foi, discrétion de l'expression religieuse dans l'espace public. Oui, ce qui me semble assez juste. Au cœur du discours du Trocadéro, justement, il y avait deux autres thèmes qui étaient l'assimilation et la remigration. Alors, je sais que vous avez nuancé sur la question de la remigration, mais néanmoins, sur le grand concept, est-ce que vous pensez, aussi bien l'assimilation d'ailleurs que la remigration, sont
possible. Moi, je suis allé dans des banlieues ou dans des villes comme Roubaix, où on a 75% de population d'origine immigrée ou immigrée. Comment envisager un jour le retour de ces gens ? Moi, je vais vous dire, je pense que... Sans conflit. Je sais que vous êtes aussi, vous avez souvent dit que la France était une terre de guerre civile. Potentiellement... Bien sûr. Je pense que je suis justement la dernière chance contre la guerre civile. Et cette politique que je veux mettre en œuvre est la dernière chance contre une guerre civile future. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? 1, arrête des flux migratoires. Pas de nouveaux immigrés. 2, remigration de ceux dont on ne veut plus, des étrangers dont on ne veut plus. C'est-à-dire étrangers fichés S, étrangers clandestins d'abord, tout bêtement, si j'ose dire. Déjà, ça sera pas mal. Il y en a qu'entre 300 et 900 000 quand même. Des étrangers délinquants, prisonniers, des délinquants, des étrangers qui ont des choix de la nationalité française quand ils ont la double nationalité. Vous voyez, tout ça, ça fait déjà beaucoup de monde. Il ne restera plus personne. Ça fait déjà des gens à renvoyer. Et ça sera une première étape et c'est très important de pouvoir le faire. 3e étape, l'assimilation de ceux qui sont là et qui veulent être français et à qui on va dire, comme on a dit aux Espagnols, comme on a dit aux Polonais, comme on a dit aux Italiens, comme on a dit aux Juifs qui venaient de Pologne ou du Maghreb, vous êtes français, vous pouvez être français, mais il faut vous assimiler. C'est-à-dire, ce que je disais à madame, vous approprier cette culture, cette histoire de France, j'ai l'habitude de dire « nous » pour une histoire où vos ancêtres n'étaient pas. Mais vous pensez que c'est vraiment possible ? Parce qu'il y a des gens qui sont, ce qu'on appelle les Français de papier, qui sont français comme moi je suis Paul Dève, et qui seraient volontiers Paul Dève si on leur donnait le passeport et les droits afférents. Je comprends. C'est un pari et c'est un geste généreux de la part des Français, mais qui l'ont toujours fait. Après, chacun choisira, vous savez, chacun est libre. Oui. En fait, ce qui serait peut-être intéressant aussi, alors c'est pas moi de vous donner des conseils, mais c'est d'obtenir un effet de déplacement, peut-être simplement couper les pompes aspirantes des aides sociales, faire en sorte que ces gens qui sont sur un territoire aient envie de changer de territoire, tout simplement. En tout cas, ils n'ont pas d'attachement et de racines. En tout cas, il n'y aura plus les pompes aspirantes, puisque je supprimerai, comme vous le savez, l'AME, que je supprimerai le droit du sol, ce qui est très important, et que je supprimerai les allocations sociales dites de solidarité aux étrangers. Donc évidemment, il n'y aura plus ces pompes aspirantes, il n'y aura plus de tourisme médical, il n'y aura plus tout ça. Donc les gens choisiront, soit ils voudront rester en France parce qu'ils voudront vivre à la française, comme des Français, et s'agréger. Vous savez, c'était le mot qu'on disait que le Sanhédrin avait prononcé à Napoléon, c'est-à-dire les Juifs disaient s'agréger au peuple français. Ce verbe m'a toujours plu. Soit ils veulent s'agréger au peuple français, c'est-à-dire par l'assimilation, oui, soit ils ne veulent pas. Ils ont le droit. Mais dans ce cas-là, ils repartiront d'eux-mêmes. Vous savez, même les Italiens, je le répétais souvent jadis, même les Italiens, il y a des Italiens qui sont repartis. Le grand historien Pierre Milza avait fait le calcul, entre 1870 et 1940, il y avait 3 millions d'Italiens qui étaient arrivés en France et il n'en est resté qu'un seul. Éric Zemmour, vous avez parlé tout à l'heure de logique de boutique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez envie de sauver la France. Il faut que cette France soit sauvée. Si jamais, au premier tour, vous n'êtes pas, vous ne restez pas au premier tour, est-ce que vous serez prêt à prendre des décisions pour sauver la France ? Mais tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est dans ce but. Vous savez, moi, je n'étais pas destiné à être candidat à l'élection présidentielle. Je vivais une vie confortable. Franchement, je gagnais très bien ma vie. J'étais heureux dans ce que je faisais. Si j'ai fait ça, c'est vraiment par devoir. Ça peut paraître emphatique, mais non. C'est vraiment, je le fais par devoir. Donc, je prendrai toujours mes décisions par devoir. Et je pense que j'ai toujours montré que je le faisais ainsi. Au-delà des logiques donc de parti et de boutique. Mais moi, si vous voulez, mon parti, d'abord, j'ai fait en 4 mois le premier parti de France. C'est pas rien. Et j'ai justement rassemblé autour de moi des gens qui venaient de RN, comme Marion Maréchal, comme Stéphane Ravier, comme Nicolas B, comme Jérôme Rivière, comme Gilbert Collard, et des gens qui venaient de LR, comme Guillaume Pelletier, comme Jean-Frédéric Poisson, comme Christine Boutin, comme Laurence Trochu, vous voyez, des gens, et Philippe de Villiers, qui avait été ministre de Jacques Chirac. Aujourd'hui, c'est moi qui suis entouré. D'ailleurs, je suis très étonné d'ailleurs du comportement des journalistes. Moi, quand j'ai commencé cette campagne, on me posait toujours la question « Vous êtes seul, comment allez-vous gouverner ?» Je remarque aujourd'hui que c'est Marine Le Pen qui est seule.
Elle est seule, elle n'a personne pour gouverner. Elle fait la campagne avec Jordan Bardella. Elle ne fait pas trop de campagne. Et on lui pose jamais la question. Elle n'aura personne avec qui gouverner. Et vous verrez d'ailleurs que si elle est au second tour, ça lui sera dit le soir même du premier. Voilà, donc si vous voulez, il faut bien réfléchir avant de voter le 10 avril. Bien réfléchir et ne pas se laisser voler son élection par les sondeurs et les médias. D'ailleurs, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, est-ce que vous êtes prêts pour le 3e tour, qui seront les législatives ? Et parce que pour l'aventure de Reconquête, finalement, ne peut pas s'arrêter, ne s'arrêtera pas, j'imagine. Vous avez raison, l'aventure de Reconquête ne s'arrêtera pas. Mais je ne suis pas, pour l'instant, dans cet état d'esprit. Je suis dans l'état d'esprit de vaincre au premier tour et de vaincre au second tour. Oui, mais les membres, vos adhérents, est-ce qu'il y aura peut-être une alliance entre les différents partis de droite pour les législatives ? Mais nous verrons. Il y aura, moi, j'ai toujours proposé cette alliance. C'est le moyen que j'ai proposé depuis le début. Après, n'allez pas trop vite et n'allez pas plus vite que la musique. Un dernier mot peut-être ? Moi, j'en aurai encore un après. En gros, pour aller un peu au-delà du 3e tour, vous savez que la Reconquête, et j'imagine que ce n'est pas par hasard que vous avez choisi ce nom, ça a duré 800 ans en Espagne. En Espagne. Est-ce que vous êtes conscient ou est-ce que vous admettez que vous ne verrez peut-être pas l'aboutissement de la Reconquête ? Surtout, et dernière question encore, quelle trace aimeriez-vous laisser si un jour vous avez une notice ou une page dans un livre d'histoire ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise d'Éric Zemmour ? Il y avait un très beau livre que je vous recommande de l'historien Daniel Halévy qui disait qu'il y avait une accélération de l'histoire depuis le 19e siècle. Donc je pense qu'il y a effectivement une accélération de l'histoire. Maintenant, pour ma notice, j'espère que l'on écrira que j'ai sauvé la France du grand remplacement et de l'islamisation de cette vieille terre chrétienne. Je pense que je réussirai et j'espère que ça sera écrit dans les livres d'histoire. Vous pensez le réussir vous-même ? Sinon, je ne le ferai pas. Mais votre histoire n'est pas encore écrite au passé. Pour finir et pour conclure, est-ce que vous avez un mot à dire à nos auditeurs de Radio Courtoisie qui sont des auditeurs fondamentalement de droite ? Aujourd'hui, quel mot vous voudriez leur passer ? Je vous l'ai dit, je dis aux électeurs et aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont des électeurs soit du Rassemblement National, soit de LR, ne vous trompez pas. Je suis le seul bulletin de vote qui peut à la fois réconcilier les droites et sauver la France du grand remplacement. Je suis le seul qui le veut, parce que ni Marine Le Pen ni Valérie Pécresse ne le veulent, et je suis le seul qui le peut, parce que ni Marine Le Pen ni Valérie Pécresse ne le peuvent. Je pense qu'il faut bien réfléchir à cela avant de voter. Je répète aux auditeurs de Radio Courtoisie, ne vous laissez pas voler cette élection par les sondeurs et par les médias. Prenez exemple sur la Hongrie, puisqu'on avait ouvert cette conversation sur la Hongrie. Ils annonçaient 20 points. Il y a eu 20 points d'écart en faveur d'Orban, alors qu'ils annonçaient une élection serrée, voire une défaite de Orban. Je pense qu'il faut bien que les électeurs et les auditeurs de Radio Courtoisie réfléchissent avant de voter le 10 avril. Une dernière chose, je pense qu'ils ont tous des enfants, des petits-enfants. Et je pense que le 10 avril, dans l'isoloir, ils doivent se poser une seule question. Quelle France voulons-nous laisser à nos enfants et nos petits-enfants ? Merci beaucoup, Éric Zemmour. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.